Salam alaikum. Quand le directeur de cette emblématique institution m'a contacté pour parler de pétrole, nationalisation, histoire, et puis à l'occasion de cette journée mémorable, et puis toutes les conséquences qu'a eu sur le développement économique et social de l'Algérie, et bien évidemment aussi comme expérience pour d'autres pays, j'ai dit rapidement, immédiatement, oui. En fait, il faut toujours prendre le temps de respirer, prendre une gorgée d'eau, et ensuite réfléchir et dire, répondre. Parce que juste après, j'ai eu peur. J'ai dit, mais bon, j'ai dit oui, effectivement, pas dire non. Mais que vais-je dire, que vais-je raconter? Même si on m'a mis dans la rubrique, pour parler d'un terme cher aux journalistes, du témoignage, même si mes cheveux blancs laissent penser que je suis j'ai une longue vie. En fait, je n'ai pas eu le privilège ou la chance de connaître des personnes qu'on eu à évoquer, mes prédécesseurs, et d'ailleurs, je suis admiratif devant la mémoire de notre conférencier, vraiment magnifique. Je suis arrivé et puis je pense qu'on a fait appel à moi parce que journaliste, on est ce qu'on dit historien de l'éphémère. Et peut-être c'est à ce titre, surtout à El Moujahid, quand il s'agit d'événements phares qui ont marqué l'histoire d'Algérie, El Moujahid est toujours présent. Il est présent, et il le sera encore. Aujourd'hui, si vous faites une édition d'El Moujahid, vous allez voir qu'on parle aussi d'un événement très important. On le fait pour les événements historiques, politiques, et donc peut-être à ce titre, et à El Moujahid, je suis fier de le dire, il y a un esprit Moujahid. C'est-à-dire que tout ce qui touche, de près ou de loin, l'évolution, la vie politique, sociale, économique, l'histoire, El Moujahid lui accorde une place privilégiée. Et donc, comme tout journaliste qui a eu à travailler, et puis avec mes modestes années au sein d'El Moujahid, j'ai eu à écrire sur le pétrole, comme j'ai eu aussi à faire quelques missions pour ce qu'on a cité tout à l'heure, pour l'OPEP dans quelques villes, capitales européennes. Bon, alors, pour le pétrole, j'ai assisté à la fort intéressante communication de M. Kateb, et il a évoqué un certain nombre de personnages. Et donc, je vais revenir sur ces 3 ou 4 noms qui ont joué un rôle très important et qui, peut-être, ne sont pas vraiment connus par la nouvelle génération. Bien évidemment, il est important que notre histoire soit connue. Pas uniquement l'histoire qu'on raconte au passé, mais cette histoire subtile, importante, stratégique, qu'on évoque au présent. Parce que comme on l'a vu avec M. Kateb, comme on l'a vu avec la trajectoire très intéressante, et comme on le verra aussi avec d'autres intervenants qui vont parler de cette journée, bien évidemment, on verra que si les négociations ardues, difficiles, traversées de bout en bout par des manipulations, par des fausses informations, aussi par une façon de peser sur les négociations en utilisant différents moyens, si on connaît ceci dans cette histoire, on réalise que ce qui se passe maintenant dans certaines parties du globe, c'est les mêmes paramètres. Peut-être la forme a changé, on parle maintenant de guerre de 4e génération, mais dans le temps aussi, il y avait cette manipulation, il y avait cette façon de manipuler les foules. Maintenant, avec la guerre de 4e génération, auparavant, c'était avec d'autres méthodes, mais la finalité est la même. Et donc, ma courte intervention portera sur certaines personnes qui ont utilisé d'une façon magistrale ces moyens. Parce que, comme vous le savez tous, la négociation ne s'est pas jouée uniquement autour d'une table avec les cartes ouvertes de part et d'autre des différentes parties, elle s'est jouée aussi
comme on a coutume de le dire, dans l'ombre. Comment chaque parti voulait avoir les meilleures cartes ou les cartes maîtresses pour peser dans cette bataille, soit de la récupération de leurs ressources, soit dans le maintien, dans leur logique prédatrice de cette ressource. Donc à peu près, c'est dans ce cadre-là que je vais essayer d'intervenir. Je vais utiliser, si j'ai bien téléchargé quelques photos pour accompagner mon exposé. Vous avez peut-être remarqué que Plutarque, je vous rassure, je n'ai pas remonté jusqu'à Plutarque, qui est né quelques années après la GTC, rassurez-vous. Plutarque, et j'ai mis Vie parallèle parce que c'est un livre qu'il a écrit, Vie parallèle, et il a parlé d'un certain nombre de personnages qui ont marqué sa région et son époque. Nous, on a coutume de dire les hommes de l'ombre, certaines personnes qui interviennent et qui, par leur savoir-faire, dans différents domaines, arrivent à infléchir ce qu'on appelle communément le sens de l'histoire. Et, là, je vais essayer de le retrouver. Je ne vais pas revenir sur ce que représente l'énergie, ce qu'a représenté dans les années 50 et dans les années 60, quand la France voulait se libérer du charbon pour enclencher son développement avec le pétrole. Je ne vais pas revenir, certainement d'autres personnes vont en parler sur ces négociations, disons officielles, semi-publiques, de part et d'autre. Je vais revenir sur un certain nombre de points qui montraient que pour le jeune que je suis, quand j'ai commencé plus ou moins à lire un peu, c'était véritablement un joueur d'échecs. Il préparait son coup. D'ailleurs, Abdeslam, qu'on a cité, avait dit dans une de ses déclarations, on savait qu'il préparait son coup, mais personne ne savait. On savait, mais qu'il préparait son coup. Même les Français savaient que, tôt ou tard, la nationalisation va revenir. Mais ils se sont préparés, ils ont dit, il va y avoir une nationalisation, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on mette un certain nombre de balises, de règles, d'accords, pour nous permettre de rester, même si ils ont tenté, comme on dit communément, de séparer le nord et le sud, même si le sud sera algérien, faisant en sorte que son cadre qui va régir cet espace, qui va régir ce pétrole, restera dans les avantages, dans le couffin de la France. Il était un joueur d'échecs au modèle. Et c'est pour ça qu'il s'est préparé. Il avait en tête, je n'étais pas avec lui, je n'étais pas témoin, mais je suis sûr et certain qu'il avait en tête l'expérience malheureuse et tragique de l'Iran, Mossadegh. Rapidement, au début du siècle dernier, il y a le Shah qui vendit aux financiers britanniques le privilège, entre guillemets, d'exploiter les ressources pétrolières du pays. Un cadeau féerique qui va au-delà de nos rêves les plus fous, disait Winston Churchill. Un cadeau auquel la Grande-Bretagne s'est accrochée. Jusqu'à ce qu'arrive dans les années 40 un certain Mossadegh, élu député, et qui va concocter un projet de loi qui va passer au Parlement. Il va essayer de rogner sur les bénéfices faramineux que pompait, que prenait la compagnie qui exploitait le pétrole. C'est cette compagnie, comme partout ailleurs, c'est une logique dans l'histoire,
prenez l'argent, donnez, je crois, moins de 10% de bénéfices aux Iraniens, ne construisez, même si c'était inscrit dans le contrat de concession, je ne sais pas comment on peut l'appeler, à ce moment-là, routes, hôpitaux, écoles, maisons, rien du tout, c'était vraiment des baraquements et ils tiraient des bénéfices très importants. Alors, Mossadegh arrive, il essaie de casser cette dynamique. Dans un premier temps, en augmentant, on va voir aussi qu'avec l'Algérie c'était un peu pareil, en augmentant la part qui devait revenir aux Iraniens. Ensuite, quand il a eu gain de cause, il a essayé aussi d'augmenter. À ce moment, les Anglais, on est en pleine guerre froide, n'oubliez pas, les Anglais contactent les Américains, ils leur disent, écoutez, vous êtes notre parrain, essayez de nous aider. Bon, à ce moment-là, les Américains refusent, mais après, il y a Dwight Eisenhower qui arrive à la Maison Blanche, et puis on est en pleine guerre froide, et ils disent, si jamais il y a rupture au niveau de cette compagnie, l'URSS pourrait tirer profit. Et donc on a intérêt dès maintenant à essayer de mettre le haut là. Et c'est comme ça, comme vous le savez, il y a eu l'opération Ajax, et comment on a cassé avec la corruption, avec... je vais aller très très vite. J'arrive. Le temps réparti, on a Très bien. passé largement. Très bien. Bon, ce sont les, disons, les acteurs de ce coup d'État avancés, les acteurs de ce coup d'État. Voilà. Tentative de nationalisation des hydrocarbures. Et puis, Boumedienne connaissait ça et il a utilisé une carte maîtresse qui était très importante. Ce sont trois personnages que M. Keteb a évoqués tout à l'heure. C'est le premier, Chérif Gallal. Alors, il est né au sein d'une grande famille militante de la cause nationale originaire de Sidi Oua. Il était un des cadres de l'Union des étudiants de l'UGMA, baccalauréat, diplômé en graduation de l'Université d'Aix-en-Provence en 1956. Il est nommé représentant du FLN à New Delhi, en Égypte, ensuite au poste d'ambassadeur du gouvernement provisoire du GPA européen auprès de l'ONU, premier ambassadeur d'Algérie à Washington et en même temps au Canada. Chérif Gallal, qui présente ses lettres de créance à JF Kennedy en 1963, il y a des alchimies comme ça, dès qu'on rencontre une personne, il y a des amitiés, on ne sait pas comment c'est, mais une solide amitié née entre les deux hommes. Chérif Gallal est polyglotte, il a un don. Son don, c'est de susciter la sympathie là où il se trouve. Et donc, dans le milieu américain, il est à l'aise, aussi bien dans le milieu politique, militaire, que aussi dans celui du showbiz. Pourquoi le showbiz? Parce qu'il a eu l'occasion et la chance de connaître Miss America, une forte belle femme qui va devenir son épouse et qui va l'accompagner de sa vie durant. Et comme vous le savez, aux États-Unis, ce mélange entre le showbiz et la politique et l'armée est tout à fait naturel. Vous avez vu ça? Voilà, on est en train de voir. Voilà. Donc, quand la guerre des 6 jours éclate, bien évidemment, au lieu que Boumedienne rappelle l'ambassadeur, il ferme l'ambassade, mais fin stratège, il garde Chérif Gallal à Washington et il l'intègre dans l'organigramme de la Sonatrach. Donc, voilà notre homme, toujours à Washington, il ne rentre pas sur ordre du président Boumedienne. En même temps, il y avait un tandem, Mesroud Zerral, qui connaissait les Américains, du temps de la guerre
de libération quand il était au Maroc et il fréquentait les endroits que fréquentaient à l'époque les GIs américains. Il leur achetait les rebuts de l'armée américaine pour alimenter la révolution, pour alimenter les services de Boussouf en différentes pièces qui feront aussi les transmissions. Donc, on a à Washington deux personnes, Cherif Guelleh et Moussaoud Zaghal. Deux personnes qui ont leur entrée partout et qui vont connaître les patrons de la CIA, dont certains deviendront prisonniers des États-Unis, qui vont connaître les pentes de l'industrie de l'armement, de la politique, pratiquement, ils sont chez eux. Quand un astronaute fait Borman, fait 8 fois le tour de la Lune qui va de la Terre, cette expérience qui va préparer Apollo, qui va préparer. Donc, dans le plus pur style américain, Borman fait la tournée aux États-Unis, comme ils le font, le showbiz. Et Cherif Guelleh invite Borman, cet astronaute, à venir à Alger. Sur financement de Zaghal, évidemment sur financement de l'État algérien. Et pourquoi il invite Borman? Il invite Borman parce que Borman, en même temps, il est missionné pour quelque chose de très confidentiel. Il vient ici, la journée, il fait son show à Alger, en tant qu'astronaute qui a fait le tour de la Terre, mais le soir, dans un hôtel, loin des regards, dans la confidentialité la plus totale, il rencontre la ministre des Affaires étrangères du Vietnam. Il négocie par l'entreprise, grâce à l'Algérie qui a fait le lien, la libération des prisonniers américains au Vietnam. C'était ça la véritable mission, ce n'était pas le showbiz. Et quelques temps après, les médias américains annoncent que la ministre des Affaires étrangères du Vietnam a remis à un simple Algérien, pour des raisons humanitaires, la liste de prisonniers américains qu'on pourrait libérer. Qui est cet homme humanitaire? En fait, c'était Moussaoud Zaghal. Et donc c'est grâce à cette entreprise, ce lien entre Cherif Guelleh et Moussaoud Zaghal, que les Américains ont pu avoir langue avec les Vietnamiens et récupérer un certain nombre de leurs prisonniers. Bien évidemment, au niveau de la Maison-Blanche, ils n'ont pas été ingrats, et donc il aurait reçu par la suite une lettre du président Boumedienne, du président américain, lui disant que, bon, bien évidemment, nous, on sait que vous êtes en train de préparer la récupération, et on sera de votre côté, parce que voilà ce que vous avez, et ainsi de suite. Voilà le premier pas qu'a fait Boumedienne pour neutraliser les Américains, parce que, comme je l'ai dit, il avait en tête, je suis sûr et certain, l'expérience tragique de Mossadegh, comment la CIA est intervenue. Donc il a eu plus ou moins, disons, l'assurance que les Américains, cette fois-ci, ne vont pas intervenir. Une fois les Américains neutralisés, ils se tournent alors vers la France. Le gros morceau. En France, il avait aussi une troisième carte. C'est Rachid Taki. Ça c'est Borman en fait. Alors. Voilà, Rachid Taki. Voilà, Rachid Taki. Un type fascinant, extraordinaire, polyglotte aussi, séducteur, il est beau, il est magnifique, il est étudiant, il est licencié, il a plusieurs noms, sportif, boxeur, sur 14 combats, il en a gagné 12, il a la ceinture Marcel Cerdan, je ne sais plus, il est coureur automobile, il a joué dans différents films, y compris avec Gina Lollobrigida dans un film. Il a été, on a utilisé son corps pour une publicité d'Aspro, semble-t-il, moi je n'ai pas retrouvé la trace, qui a tapissé les murs d'Alger et de Paris. Bref, le jet-setter. Boumedienne le charge d'une mission. Il faut qu'il se rapproche de la secrétaire de la personne qui, à l'époque, négociait avec la partie algérienne
les différentes clauses de la récupération du pétrole. Il se rapproche d'elle. C'est une grecque. Elena, je ne me souviens plus de son nom, contrairement à la bonne mémoire de mon prédécesseur. Et donc, voilà comment des documents qu'elle calquait à l'époque, il les recevait et ils étaient transmis à Alger. Et à chaque fois, les Français étaient exaspérés parce qu'à chaque fois qu'ils avançaient un élément, qu'ils pensaient avoir un atout, les Algériens avaient déjà préparé la parade. Et ils étaient exaspérés. Comment ces Algériens avaient toujours un coup d'avance sur nous? Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire, certes, elle est faite par des grands hommes, mais aussi elle est faite par des hommes qui ont fait l'histoire, qui restent en nombre, et qui sans eux, peut-être, le cours de l'histoire aurait été différent. El Moudjahid, à chaque fois, rend hommage, je reviens pour conclure, bien évidemment, rend hommage. Et c'est à nous, à chaque fois, de sortir ces noms pour montrer que ce qui se fait ne se fait pas par hasard. C'est une grande mosaïque de l'histoire. Ce qui s'est fait en Iran, ce qui s'est fait en Algérie quand les Français ont utilisé l'arme économique, réduire l'immigration, ne plus acheter le raisin, ne plus acheter le vin algérien. Ce sont des formes de rétention économique qu'on retrouve maintenant. La diplomatie de la canonnière, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire utiliser la force. Quand tu as un navire qui vient dans les eaux internationales, mais visible de tes côtes. C'est ça la diplomatie de la canonnière. En ce moment, on est en train de le voir. Pas uniquement avec les bateaux, ça peut être avec un satellite, et ça peut aussi être avec Internet. Voilà l'histoire, l'enseignement que l'on peut tirer. Si hier, ils ont utilisé des barbouzes au niveau de l'Iran, maintenant, ils sont en train d'utiliser des armes beaucoup plus importantes, parce que, sans venir, ils arrosent la société d'information du ciel. Et c'est pour ça que l'on devrait être très vigilants, et leur histoire, leur parcours devrait nous inspirer pour essayer d'être éveillés. Bien évidemment, je n'ai pas connu toutes ces personnes, mais l'histoire, comme je le dis, c'est pas uniquement le passé, c'est aussi le présent. Comment se mouvoir actuellement en n'oubliant pas tous les paramètres qui ont fait toute cette trajectoire. Si on est là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des femmes et des hommes de valeur qui nous permettent aujourd'hui de parler, de le dire, de leur rendre hommage. Reconnaissance éternelle, et le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est d'être fidèle au Manan Krosh et de ne pas renier. L'hommage, ce n'est pas uniquement le véritable hommage, c'est de respecter et de prendre soin de cet héritage. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment pas tout le temps, c'est un risque très... À la plus. 2-3 minutes pour les photos. Alors, ça, c'est juste pour les photos. Bon, moi, Hadi, c'est la femme de Chérif Guerlain. Voilà. Bon, moi. Voilà, avec Robert Kennedy. Chérif Guerlain avec Robert Kennedy, le sénateur Robert Kennedy. Voilà, il est avec l'establishment américain. Qu'on a dit, je crois, là. Voilà, avec Kennedy. Voilà, quand, bien sûr, bon, aujourd'hui, parler de vos sacrifices. Quand Giscard d'Estaing arrive à Alger, bien sûr, il est accueilli par Boumediene dans le bureau noir. Et ils vont parler de faire taire les armes, ouvrir une nouvelle page. Mais au même moment, pour l'histoire, quand Giscard d'Estaing foule depuis le tarmac, une bombe explose à Paris. Il y a eu une série de bombes parce que Giscard d'Estaing arrive dans un contexte historique où la droite reproche à l'Élysée d'avoir lâché l'Algérie et où, en même temps,
cette droite va manœuvrer pour encadrer la marche verte au Maroc. Voilà le poison. Au même moment. Juste quelques photos et puis... Donc tu remontes, ça descend. Merci beaucoup. Merci M. Kossi, c'est vraiment passionnant le récit que vous faites, surtout ces histoires de l'ombre. Vous nous instruisez un peu sur on connaît ce qui s'est passé à peu près à Évian, mais là, finalement, c'était aussi ardu. Oui, enfin, vraiment désolé, je n'ai pas eu... Je m'excuse auprès de... Le prédécesseur avait rogné sur mon temps. J'ai un certain nombre de notes et d'archives, de Total et de... Je ne m'en doute pas. Je ne m'en doute pas. Où il parle comment il faut se préparer. Parce qu'il n'y a pas que ces livres et ces témoignages. Il y a aussi ce qu'ont écrit certains Français et qu'on retrouve dans des archives déclassifiées. Et il est impératif, comme on est en train de parler de restituer les archives de l'histoire, il est impératif aussi d'avoir accès de tout ce qui est ces notes, comme on dit dans le jargon diplomatique, écrites par des consuls, par des ambassadeurs, par des experts, et qui faisaient et qui rendaient compte non seulement de ce qui se passait dans des notes brèves à De Gaulle, mais en même temps, ils donnaient aussi l'ambiance et l'impression et certaines idées. Et on a intérêt à prendre certains documents auxquels j'ai eu accès, qui sont maintenant déclassifiés en France. D'autres sont encore sous scellés entre guillemets, mais on a intérêt, et j'ai quelques exemples qui montrent comment De Gaulle... Merci. Je m'excuse auprès de monsieur de ce dépassement de temps. Merci beaucoup.